Bienvenue à la tribune des plombiers. Alors, dans le cadre de notre émission ce soir, nous avons comme thématique le problème de moisissure que nous rencontrons au quotidien et la gestion des eaux usées. En plateau, ce soir, nous avons deux invités, à noter M. Simo et M. Bella. Je vais laisser le soin à chacun de se présenter. Bonsoir, M. Simo. Bonsoir, Monsieur Fodom. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs. Moi, c'est Monsieur Simo Mathieu Félicien. Je suis architecte inscrit au tableau national de l'Ordre des architectes du Cameroun et acteur principal de la construction des bâtiments. J'interviens ici pour, n'est-ce pas, éclairer la lanterne sur cette thématique que nous allons développer tout au long de notre émission. Bonsoir, M. Bella. Bonsoir, Monsieur Fodom. Heureux encore d'être là ce soir pour relancer cette émission. Et je suis Monsieur Mbella Koungan Jean-Marie. Je suis installateur sanitaire et je suis auteur de plusieurs projets, que ce soit en études, en exécution et même en maintenance en plomberie. Et je suis également promoteur d'une entreprise de plomberie qui s'appelle Plumbing Engineering Consulting. Et dans le sillage de faire connaître, d'impliquer toute la population et surtout les techniciens en plomberie dans le moule de la nouvelle technologie et de la connaissance mondiale, nous avons initié ces jours-ci la création d'un syndicat et nous souhaitons que tous les installateurs sanitaires, tous les plombiers du Cameroun puissent s'intéresser et viennent de sorte que nous puissions faire avancer ce projet. Merci de l'invitation et bonsoir à tous. Alors, M. Bella, les initiatives comme les vôtres sont encouragées car nous en avons cruellement besoin. Et j'ai envie de vous demander comment est-ce que ça se passe avec les collègues pour la mise sur pied de ces syndicats. Pour dire vrai, la mobilisation, elle est fastidieuse, c'est pas aisé, mais nous sommes convaincus que tout ira mieux après la phase que le pays est en train de traverser. Dès qu'elle passe, nous allons mettre les petits plats dans les grands. Et je crois que ça va y aller. Monsieur Simo, pourquoi est-ce que nous rencontrons cruellement ce problème de moisissure? C'est quasi présent dans presque tous les bâtiments. On a aussi demandé, est-ce que c'est parce que vous qui êtes du domaine, c'est une bonne chose que vous soyez présent sur le plateau. Est-ce que c'est une erreur de confection? Est-ce que ça vient de l'utilisation de ces édifices-là? D'où vient ce problème de moisissure? En réalité, dès la conception d'un projet, nous devons prendre en compte tous les aspects. Généralement, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut faire un bâtiment, on ne prend pas le temps de l'étudier à la base en fond et comble. Qu'est-ce que je veux par là dire? Lorsque vous voulez construire un bâtiment, faites-vous accompagner par des professionnels aguerris. Avant d'aller mettre le premier parpaing au sol, il faudrait que les études soient complètement accomplies. Sinon, on court le risque, par exemple, des problèmes de moisissure plus tard. Ceci étant, pour revenir à notre thème, et celui qui parle effectivement de moisissure, la plupart des bâtiments qui sont faits ne respectent pas les règles de l'art, tout simplement. Et par conséquent, les séquelles sont souvent directes ou à long terme. Il faut dire que dans l'exercice de ma profession en tant qu'architecte, il m'est arrivé plusieurs fois de devoir intervenir sur des bâtiments pour les corriger. La question qu'on se pose, comment on fait pour corriger ces problèmes de moisissure quand elles sont déjà existantes? En réalité, il faut prendre ces problèmes-là dès la base, c'est-à-dire dès le lancement ou même bien avant même le lancement du chantier et prendre des précautions d'étanchéité aguerries par rapport à ce que nous faisons. Parce que ces moisissures souvent reviennent par exemple des
remonter par capillarité et bien d'autres. Et on n'a pas pris le temps, n'est-ce pas, de régler un certain nombre de facteurs à la base qui nécessitent qu'on prenne, que notre bâtiment, n'est-ce pas, soit plus ou moins correct dans son utilisation. OK. Vous avez dit tout à l'heure des humidés peuvent provenir, voilà, les matières peuvent provenir des remontées par capillarité. Vous savez, cette émission a vocation d'être aussi éducatrice. C'est quoi une moisissure par capillarité? Une moisissure par capillarité, c'est quoi en fait? Lorsqu'on fait une construction, lorsqu'on fait un bâtiment, parce que je vais aller dans les thèmes terre à terre, l'objectif pour nous, c'est que le profane qui nous écoute puisse mieux comprendre, puisse se retrouver dans les expressions que nous allons utiliser. Nous allons essayer d'éviter autant que possible d'utiliser des notions techniques qui pourraient égarer, n'est-ce pas, notre lanterne. En fait, quand on parle de moisissure par remontée par capillarité, c'est simplement lorsque on fait une fondation et que au-dessus de la fondation, c'est-à-dire ce que vulgairement les profanes appellent chaînage, sinon nous, dans le langage technique, on parle de longueuil, au-dessus des fondations, on n'a pas pris le temps de crêter. Et même souvent, en fonction de la nature du sol où nous faisons le projet, il faut prendre le temps de crêter l'étanchéité des semelles dès la base. C'est-à-dire, dès qu'on a fait des fouilles, on crête cette étanchéité pour limiter, n'est-ce pas, que l'eau remonte qui plus tard créera bien sûr la moisissure sur des murs et évidemment contribuera à détruire notre bâtiment. Parce qu'il faut le dire, monsieur Faudon, je profite pour dire comme ça, le premier ennemi du bâtiment, c'est l'eau. C'est l'eau. La moisissure, c'est l'eau. C'est l'eau. Et sur le plateau, nous avons un technicien en eau. Monsieur Bella, est-ce que ce problème n'est pas aussi causé par vous qui êtes du domaine, les plombiers? Parce qu'on sait que l'eau dans le bâtiment peut être arrivée par remontée capillarité ou alors par fuite, par exemple. Et ces fuites, généralement, sont causées par les techniciens en plomberie. Alors, monsieur Bella, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour cette thématique qui concerne la moisissure dans les bâtiments? Oui, il faut savoir que les problèmes de moisissure ont plusieurs origines. Il y a l'origine du manque d'anticipation qui fait en sorte que si on n'a pas anticipé à la construction des fondations, il y aura des problèmes de remontée de capillarité qui est la vapeur venant de l'eau et qui va attaquer les murs. Et il y a donc ce premier problème qui est le problème de l'anticipation au moment des constructions des fondations. Si cette anticipation n'a pas été faite, il y aura des remontées de capillarité. Ça c'est deux. De deux, il y a maintenant même les eaux de pluie qui pénètrent dans le sol, qui peuvent devenir des eaux souterraines sous la fondation et qui vont toujours qui vont remonter après sous forme de vapeur, qui créent toujours ces moisissures. Et puis maintenant, il y a maintenant euh, le fait des manquements, c'est-à-dire des manquements dus aux techniciens que nous sommes, soit donc les mauvais raccordements de tuyauterie, les mauvais raccordements, le mauvais soudage, qui font en sorte qu'après des fuites, il y a de l'eau qui pénètre dans la fondation et cette eau-là finit par se tasser et il va remonter toujours par la vapeur qui va créer les moisissures. Et donc, les moisissures ont plusieurs origines, dont les premières origines, les, 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 les origines les plus importantes sont d'ordre d'anticiper, c'est-à-dire qu'il faut anticiper lors de la construction du bâtiment. Il faut soit par l'étanchéité, soit par les films polymères, soit par d'autres plastiques qui existent, qui permettent déjà de couper ces remontées-là pour revenir en surface. Donc, en ce qui nous concerne, nos moisissures peuvent se traiter dans le sens déjà d'abord à réparer la fuite. Lorsqu'on a réparé la fuite, ici,
euh, il y a, il y a eu une bonne gestion peut-être de la fondation de sorte que l'eau ne puisse pas s'entasser à l'intérieur, il n'y aura pas de souci. Mais si la fondation est le genre à encaisser, à recevoir toute l'eau qui descend, les remontées vont se faire. Ouais. OK. Alors, monsieur Simon, j'ai envie de vous demander, à votre niveau, quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour éviter d'avoir ces moisissures dans le bâtiment dues à votre activité? Les mesures sont simples. Elles sont simples, c'est déjà, premièrement, de se faire accompagner par des experts du domaine. Les experts du domaine font des divers ordres. On a des architectes, on a des ingénieurs, hydrauliciens, on a des techniciens, on a plusieurs corps de métier qui vous accompagnent et vous préviennent, n'est-ce pas, sur ce qui pourrait arriver une fois que les études ont été bel et bien faites. Donc, c'est important déjà de le savoir, se faire accompagner. En fait, si on regarde notre localité, j'allais dire notre géographie, on va se rendre compte simplement que la plupart des personnes qui construisent ou qui veulent construire ne prennent pas le temps de faire des études. Bon, c'est déjà le problème. Et on ne fait pas des études. Les gens investissent à l'aveuglette lorsqu'ils veulent faire un bâtiment. Or, je vais vous dire clairement, au Cameroun, puisque nous sommes au Cameroun actuellement, au Cameroun, la plupart des problèmes qu'on a dans les bâtiments, c'est dû au manque d'études. C'est dû au manque d'études. Nous, on a rencontré souvent des personnes qui nous ont contactés, parfois pour apporter des corrections sur un certain nombre d'éléments. On se rend compte que les études n'ont pas été faites. Quand on parle d'études, il ne s'agit pas de brosser une étude. Peut-être que c'est l'occasion ici de rappeler les différentes phases d'études d'un projet de construction. Et il y a au minimum 4 phases avant d'aller sur le chantier réalisé. On a d'abord la première phase qu'on appelle la phase esquisse. On a l'avant-projet sommaire, on a l'avant-projet détaillé et on a ce qu'on appelle le PEO ou encore projet d'exécution de l'ouvrage ou encore avant, si jamais on veut confier notre projet à une entreprise, ce qu'on appelle le DCE, le dossier de consultation d'entreprise. Vous voyez que généralement, même quand les gens viennent faire les experts en concret, ils ne prennent pas le temps qu'on aille jusqu'au bout des études. À peine on est en phase esquisse, parfois même encore, parfois pour ceux qui vont un peu loin, en APS, qu'on veut déjà aller sur le chantier. Non, le projet doit être mûri. Et l'une des solutions palliatives à tout cela, le copanéliste a essayé d'évoquer, c'est de prendre des précautions dès la base et aussi savoir comment orienter ces différents eaux. Et là, on parlera par exemple de créer les rigoles pour voir comment évacuer ces eaux-là. Donc, au-delà des précautions qu'il faut prendre pendant la construction ou dès là-bas, dès le début de la construction, il faudra plus tard penser, n'est-ce pas, au des eaux, voies et réseaux divers. Comment est-ce que les eaux Ouais, c'est canal. se canalisent dans le projet? OK. Alors, j'ai envie de demander à monsieur Bella, une fois que le gros œuvre a été fait, a été bien fait, il n'y a plus de problème de remontée par capillarité. Maintenant, au niveau des douches, nous allons revenir à parler sur les douches, parce qu'on se rend compte que par moment, les techniciens en plomberie ou alors les carreleurs pêchent un peu à ce niveau. Vous allez arriver dans un projet où les remontées par capillarité étaient évitées par le ingénieur et des conceptions et réalisations du gros œuvre. Maintenant, les techniciens en plomberie ou alors les carreleurs pêchent un peu comme je disais tantôt, ils ne font pas ce qui doit être fait. Vous allez voir par moment, ils ne créent pas les couches d'étanchéité après le travail. Et parfois aussi le carrelage qui ne prend pas encore tous ces aspects-là. Comment est-ce qu'il faut faire pour éviter tous ces petits désagréments-là à votre niveau? Pour éviter tous ces désagréments, première des choses, il faut que le technicien en plomberie puisse être capable de faire des essais avant, avant toute mise en service de ces installations. Des essais, si possible, qui devraient être contrôlés. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on se rassure que avant la prise en main du bâtiment par le maître d'ouvrage, que ces essais ont été concluants. Bon, maintenant, lorsque cette phase a été faite, il faudrait donc que les corps d'État comme le carrelage
que le carrelage parce que euh, dans notre cité, on a l'impression que dès qu'on a vu un carreau, le carreau est fait pour mettre sur le mur. Et non, en fait, il y a des faïences qui sont faites pour ne pas mettre sur le mur. Parce que lorsque vous le mettez, lorsque l'eau va dégouliner, au lieu que ça fasse, l'eau dégouline, elle va plutôt pénétrer le carreau ou bien par les joints. Choix du matériel. Donc, il y a le choix des matériaux, il y a la qualité des matériaux qui sont vendus, qui font en sorte que les murs soient toujours mouillés, même si ce n'est pas un problème de plomberie. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs, c'est vrai, il y a la plomberie, il y a le carrelage, il y a les maçonneries avec les différents. Parfois, vous arrivez, le carreleur pose un carreau sur un dallage qui n'est pas consistant et il devient poreux et de l'eau pénètre. Donc, c'est une série de plusieurs corps qui s'enchemêlent, disons, qui s'entremêlent dans des erreurs. Monsieur Bella, est-ce que dans vos projets, vous ne négligez pas l'aspect étanchéité? Parce que je me suis rendu compte plusieurs fois que ça manquait aussi dans les réalisations de certains plombiers ou installateurs sanitaires. Ils ne prennent pas en compte cet aspect étanchéité-là. Il faut savoir que le domaine de l'étanchéité, c'est un domaine qui est très négligé dans notre société. Mais en fait, c'est un domaine qui est essentiel. Pourquoi? Parce que ceux qui font cette étanchéité, en fait, c'est des gens qui se sont formés à la volée comme ça, sans une formation bien soutenue pour comprendre les différents types d'abord de l'étanchéité qui existent et puis maintenant les différents types d'étanchéité à utiliser selon l'ouvrage. Parce que je crois qu'il y a parce que l'étanchéité que tu appliques sur une terrasse ne va pas être la même que tu vas appliquer dans une douche. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise de l'étanchéité à faire dans votre domicile, ce qui est sûr que vous allez à l'échec en ce qui concerne l'étanchéité. Donc, c'est pour cela qu'il faut prendre la peine de trouver le bon spécialiste dans le domaine de l'étanchéité afin qu'il vous fasse un très bon travail d'étanchéité. C'est vrai que ça existe. Ils sont rares, mais ça existe. C'est-à-dire que des gens qui maîtrisent le travail de l'étanchéité et qui sont capables de vous faire une très bonne étanchéité. Ok. Alors, monsieur Simon, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que, à l'absence d'une bonne étanchéité dans une salle de bain, on peut éviter ces problèmes de moisissure? Non, non, on ne peut pas. C'est juste le carrelage peut suffire. Non, non, je réponds très rapidement par non. Il faut dire que quand on parle d'étanchéité, il y a deux types d'étanchéité. Il y a l'étanchéité chaude, il y a l'étanchéité froide. Donc, au travers d'un certain nombre de produits. Et quand on est absent d'étanchéité, il faut bien vérifier. Mais lorsqu'on fait une salle d'eau, une salle qui doit contenir, qui doit maintenir de l'eau, il faut à la base, traiter avec l'étanchéité. À la base. Et ceci ne peut se faire que si, et seulement si, dès le départ, dans ce qu'on appelle le cahier de charge, on a prescrit. C'est pourquoi quand vous contactez des professionnels, il y a un cahier de charge qui prescrit exactement ce qui sera fait. L'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'une fois qu'ils ont contacté le professionnel, il y a un problème qui se pose. Ce qui se pose, c'est que quand on a contacté le professionnel, il a donné ses résultats, on s'en débarrasse. Et on va prendre un technicien ou n'importe qui. Et voilà. Mais je dis, pour les salles d'eau et les toilettes, prenez toujours la peine de traiter l'étanchéité avant toute installation, toute conduite d'eau. Est-ce que ne fait pas face à la difficulté financière quand vous prenez en compte tous ces paramètres? Est-ce que le client ne vous fait pas comprendre que le devis est trop cher? Oui, c'est une très bonne question, mais j'aime souvent dire cher par rapport à quoi? Par rapport à un concurrent, un collègue qui va venir réaliser ce travail sans prendre en compte cet aspect-là. Vous savez, lorsque vous venez contacter un professionnel, c'est parce que vous voulez avoir un bon travail.
Et je vais vous dire clairement, hein, ça c'est comme ça que moi je travaille. Quand vous venez vers moi, sachez que parce qu'il y a une responsabilité qui m'incombe, elle est décennale, vous êtes obligé de suivre ton cahier de charges. Sinon, on ne travaille pas. Parce que demain, quand il y a problème dans ce bâtiment, je vous assure, ces moisissures n'ont pas que des écueils et des détruisent au bâtiment. Elles détruisent même notre santé. Elles détruisent notre santé. Je vais faire fi, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'expériences que je vis tous les jours sur le terrain, mais je vous assure, c'est très grave. Votre santé, elle n'a pas de prix. Quand on vous donne un conseil, on vous dit, pour votre bien-être, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut le faire. Généralement, les clients ou alors des personnes qui nous contactent, qui pensent que nos services sont très chers, généralement, quand elles reviennent, je vous assure, elles reviennent ayant dépensé parfois le double de ce qu'on leur avait demandé à la base. Donc, quand on veut aller dans la prévention, quand on vient vers un expert, c'est parce qu'on attend que l'expert nous donne, n'est-ce pas, des solutions meilleures pour résoudre nos problèmes. Donc, la charité, je ne réponds pas souvent à cette question. Aux clients, je dis, c'est la seule solution. Si vous ne voulez pas, alors vous faites sans nous tout simplement. C'est vrai qu'au Cameroun, c'est difficile, mais il faut pouvoir le dire. Alors, je sais, le plus souvent, on s'attarde sur les plombiers pour faire comprendre que s'il y a des problèmes de moisissure dans les maisons, c'est parce qu'ils sont négligents sur certains aspects. Est-ce que, à votre niveau, je sais que bon, chez les architectes, les autres là, c'est un peu structuré parce qu'il y a aussi des ordres chez vous, les choses un peu réglementées. Maintenant, au niveau de la plomberie, est-ce que c'est facile pour vous de vous positionner, bien qu'ayant les compétences et voulant faire respecter les normes, est-ce que c'est facile avec les clients quotidiens de pouvoir leur faire comprendre leurs raisons en ce qui concerne la façon de gérer les chantiers pour éviter tous ces problèmes? Bon, il faut déjà que je vous dise que c'est normal qu'on se retourne directement sur le plombier parce que ça concerne l'eau. Donc, et voilà, et c'est le plombier qui s'occupe de l'eau. Donc, ça, la cible directe, on a le coupable tout fait. Voilà. Donc, et je peux dire, s'il faut parler en termes de pourcentage, à 70%, les remontées capillaires sont dues. De moisissure aussi. Voilà, les moisissures sont dues euh, aux fuites d'eau. Voilà. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut, on peut gérer ça en termes de techniciens avec avec nos maîtres d'ouvrage? C'est juste, bon, chercher, faire un diagnostic, trouver là où la fuite vient. Si la fuite ne vient pas des installations de plomberie, c'est dans ce moment maintenant qu'on comprend les fondations et regarder les autres sources de remontée capillaire. Donc, mais à 70%, généralement, c'est la plomberie qui est l'auteur des moisissures. Ok. Avec vous, j'ai souvent entendu certains collègues se plaindre du fait que par moment, les carreleurs sont aussi causes. Vous pouvez bien faire votre plomberie et lors de la pause, il vient pointer sur le mur, il vous perce une chauterie dans le mur. Comment ça se passe la gestion avec vos collègues sur le chantier? Oui, de ce côté, c'est d'abord la sensibilisation parce que lorsque tu es un plombier et que tu connais les risques de tout ce que tu installes dans les murs, lorsque chaque corps d'État vient faire quelque chose, tu dois être là pour le dire que, bon, à telle position, il y a des tuyaux et à telle. Si vous ne faites pas ça, l'autre technicien va faire son travail. Lui, il fait son travail. Justement, je suis là. On accuse un peu trop les plombiers de ne pas être présents sur le chantier parce qu'ils sont en train de sauter de chantier à chantier et ils ne sont pas présents pour contrôler ce qui se fait après eux dans les chantiers. C'est à tort. C'est à tort. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en train de revenir, essayer de le casser pour reprendre. C'est à tort. En fait, lorsque un, un installateur sanitaire a fini de poser ses tuyauteries, il devait veiller à ces tuyauteries à partir du crépissage
à partir du crépissage jusqu'au carrelage, c'est-à-dire qu'il devrait toujours être là. C'est pour ça que lorsqu'il a même, il a mis ses réseaux sous pression. C'est déjà un moyen de pouvoir contrôler les fils. Bon, maintenant, là où les autres corps, comme les carreleurs, sont souvent aussi malhonnêtes, c'est que lorsqu'il est venu trouver qu'une chuterie est sous pression, quand il a mis sa pointe, il voit bien comment l'eau sort. Ben, il ne signale pas. Il ne signale pas et lui continue à faire son travail. Mais pour ça, il faudrait que le réseau soit sous pression, parce que d'où l'importance de mettre le réseau sous pression. Parce que si le réseau n'est pas sous pression et qu'il vient pointer une pointe, ça a réussi à percer le tuyau dans le mur, on ne saura pas jusqu'à ce qu'on mette sous pression. Donc, d'où je suis d'accord avec vous qu'il faut toujours mettre le réseau sous Il pression. faut toujours mettre le réseau sous pression. Et lorsque même ce réseau n'est pas mis, et lorsque même il est mis sous pression, il faut toujours venir vérifier l'avancement des travaux des autres. C'est très, très capital. Et bon, les clients aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi certains plombiers élèvent le niveau de leur prestation. Pourquoi? Parce que lorsque ça couvre ces déplacements, Tout à fait. ils se rendent compte que peut-être les prestations sont plus chères alors que ça couvre en réalité tout cela. Bon, en ce qui concerne le carrelage, c'est vrai que la période des pointes est en train d'être dépassée. Actuellement, les carreleurs professionnels n'utilisent plus les pointes pour pouvoir caler. Ils ont des sortes de laser. Et voilà, il y a le laser, il y a même des cales avec un plastique qui sortent là-dedans. Voilà. Donc, ce qui fait que la période des pointes est en train d'être dépassée. Donc, ce qui fait qu'on ressent de moins en moins ces désagréments-là dans les chantiers actuellement. Ok. Et je vais aussi vous poser la même question que comme c'est Simon. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il est possible de réussir son installation pour éviter les moisissures sans prendre en compte l'aspect étanchéité dans les projets? Dans toute salle d'eau, il faut l'étanchéité. Oui, quel qu'en soit le projet, même si c'est un tout petit projet, à l'intérieur de la salle d'eau, il faut l'étanchéité. Est-ce que vous pouvez nous préciser, parce que on va beau entendre étanchéité, mais les téléspectateurs ne vont pas comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. L'étanchéité, en question, c'est quoi qu'on parle d'étanchéité dans une salle de bain? L'étanchéité, en fait, c'est une couche. Une couche, le panéliste disait tout à l'heure là qu'il y a plusieurs types de couches. Il y a une couche comme il y a la méthode à chaud, il y a la méthode à froid. Donc maintenant, c'est une couche qui est entre le talage et la chape. Donc, cette couche d'étanchéité, elle s'obtient auprès des fournisseurs qui sont sur le marché. Et c'est toujours mieux d'aller avec un spécialiste pour qu'il il vous donne exactement la nature de l'étanchéité qu'il va appliquer sur votre projet. Donc, l'étanchéité, en fait, c'est une couche de, de, Connaît les produits. voilà, une couche d'un produit spécial qui est fait pour retenir de l'eau en surface, que cette eau-là ne puisse pas descendre dans les fondations. Ok, très important. Parce que ce qu'il faut noter aussi, c'est que quand on ne fait pas cette couche d'étanchéité-là, la plomberie peut être bien faite. Mais maintenant, le carrelage, généralement, ils ont les problèmes de bourrage des jaunes. Vous allez voir, si vous prêtez attention dans vos salles de bain, vous allez voir qu'à un moment donné, si vous vous rapprochez, vous allez voir les ouvertures, ces endroits-là qui sont laissés par les carreleurs qui n'ont pas été bien beaux. Et l'eau peut s'infiltrer à ce niveau-là et créer les moisissures. Et on va se dire peut-être que c'est la plomberie qui n'a pas été bien faite, ou bien on va accuser le concepteur du projet pour dire qu'il n'a pas bien fait son travail. Donc, Monsieur Fodem, il faut dire que ces zones-là, en fait, c'est les zones, généralement, les zones de sortie des, des, des alimentations des plombiers. Et généralement, ces zones-là sont gérées même souvent par les plombiers. C'est même pas souvent géré par les carreleurs. Et ce sont ces zones-là où on met souvent les rosaces pour fermer ces trous-là. Et généralement, c'est pas ces trous que lorsqu'il y a une petite fuite sur le robinet, cette eau-là rentre par là et va créer les dégâts. oui, j'ai envie de dire aussi que il n'y a même pas que les fuites. Parce que par moments, on va appeler à utiliser les eaux chaudes. Et on sait que l'eau chaude, ça produit de la vapeur.
Et quand ça se retrouve sur le carreau, ça dégouline là et ça va se retrouver à ces endroits-là et ça peut créer aussi des moisissures dans le mur. Autre aspect que je voudrais aussi ajouter, c'est la nouvelle technologie que certaines plomberies utilisent, notamment les coffrets dans les douches. À ce niveau-là, nos douches ne sont généralement pas assez grandes. Quand on va se baigner, ces eaux-là vont dégouliner et ça va se retrouver aussi dans le mur à travers les parois par le coffret qu'on installe souvent dans cette douche. Moi, je me dis, cette technologie-là aussi doit être revue. Parce que si tu viens mettre le coffret dans la douche et qu'il n'y a pas d'étanchéité entre le coffret et le mur, ça peut aussi créer la moisissure à ce niveau-là. Monsieur Fodom, lorsque vous installez un coffret, si vous n'avez pas fait l'étanchété tout autour du coffret, il y aura les fuites par là. Oui, ce sont les cas comme ça que nous rencontrons au quotidien. Il faut toujours traiter toutes ces zones-là, toute la zone derrière le coffret et sous le coffret doit être traité par l'étanchéité avant de le sceller complètement. Il faut dire que quand on parle d'étanchéité, c'est une notion hyper importante. Allez, une fois qu'on a utilisé l'étanchéité chaude, il ne faut pas oublier l'étanchéité froide. Ça veut dire les joints que utiliseront les carreleurs devraient être, n'est-ce pas, faits avec des produits étanches. Je ne vais pas citer certains produits de peur de faire la publicité. Nous ne sommes pas ici pour faire la publicité des produits qu'on trouve sur le marché. Mais c'est pour dire que même le carreleur a sa part parce que les joints là laissent filtrer l'eau. Et comme j'ai dit à l'entame de cette émission, l'eau, c'est le premier ennemi du bâtiment. Dès que vous avez une fuite d'eau dans un bâtiment, je vous assure, vous mettez ce bâtiment en péril. Surtout que la plupart des bâtiments dont nous sommes en train de parler sont faits avec des matériaux, excusez-moi l'expression, morts, le béton. Des matériaux qui ne vivent pas, qui ne respirent pas. Donc, à partir de ce moment, vous comprenez que l'eau lui-même, qu'à un certain moment, il ne s'évapore pas parce que quand il est mort, il ne laisse pas passer l'eau. Par contre, il ne s'évapore pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit simplement euh, ce matériau avec le temps. Et voilà un peu ce que moi je tiens vraiment à dire. Les carreleurs ont aussi leur part en utilisant les joints de caromie. Il faut qu'on prenne le temps de traiter avec des produits étanches. Oui, monsieur, ce que je de dire, en termes de moisissure, il n'y a pas que les remontées capillaires ou alors les problèmes de salle de bain. Par moment aussi au niveau des terrasses, les chéneaux là, on se rend compte qu'il y a aussi des moisissures. Vous partez sur un bâtiment, vous voyez ces moisissures-là sur les bâtiments. L'étanchéité. L'étanchéité. Et aussi, je veux dire, parfois vous allez voir un bâtiment, on a fait le carrelage, mais vous vous rendez compte que la moisissure, oui, les invitations de ressources à traverser. Généralement, c'est des bâtiments qui sont faits avec, n'est-ce pas, une liaison directe avec une terre quelconque. Vous voyez un peu, vous avez un mur qui est directement accolé à une terre et l'eau, quand elle vient, elle attaque le mur et directement on voit. Il y a les bâtiments où C'est pas collé à un c'est mur. pas collé à un mur, oui. C'est un bâtiment qui est debout. Il n'y a aucun autre bâtiment tout autour. Mais quand il pleut, l'eau réussit quand même à traverser le bâtiment. Vous avez dit tantôt. En fait, là, vous voulez peut-être que je donne mais je vais aider dans l'antenne. Dès la phase de conception d'un projet, on fait des études approfondies. Et dans ces études approfondies, je ne vais pas aller très loin, dans ces études approfondies, on tient compte de cela. Il y a des notions simples que chacun de nous connaît, qu'on a apprises à l'école primaire, mais qui s'appliquent beaucoup plus dans le bâtiment. Pour les raisons professionnelles, je ne vais pas dire plus. OK. Dans vos conceptions, par contre, on se rend compte que le vent, parfois, est On m'a amené à parler là, monsieur Fodor. parce que tu es sur toi et il pleut, l'eau réussit à rentrer dans ta maison. Monsieur Fodor, Parce que il y a posé problème de conception pour positionner le bâtiment en fonction du sens du. c'est la raison pour laquelle j'ai dit lorsqu'on fait un projet, on vient vers un professionnel. Le professionnel prend le temps de faire des études, des analyses, et à la suite de l'analyse, il sait comment il positionne. Je vais vous donner un secret, par exemple. Moi, je ne crée pas mes façades de la même façon partout. C'est-à-dire, vous avez un bâtiment qui a 4 façades, ce n'est pas pété de la même façon. Pourquoi je le fais? Tout simplement pour prévenir ces problèmes de moisissure, par exemple. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on voit un bâtiment de RFIT plus 8, plus 7, mais sur lequel on rencontre tous ces problèmes, je peux dire, Oui. élémentaires. Comment est-ce que ça C'est peut parce qu'à la base, on n'a pas pris le temps d'étudier. Je vais vous dire quelque chose qui est réel avec notre pays, oui, notre environnement. Les gens
ne prennent pas le temps d'aller vers les professionnels pour se le construire. Moi, je vous assure, nous sommes allés parfois sur des bâtiments de les 10 niveaux. Et quand vous arrivez, vous avez mal. Vous vous demandez, est-ce que c'est un problème d'argent? C'est pas un problème d'argent. Oui, parce que c'est un problème de conscience. Vous voyez quelqu'un, il faut un bâtiment de 10 niveaux, vous arrivez, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui peut se passer? Parce qu'on n'a pas pris le temps simplement d'aller consulter un professionnel sous prétexte qu'il coûte cher. Mais au moins, c'est une manque souvent même pour moi je sais pas, de quelque chose de métaphysique. C'est un peu comme sorcier, oui, de comprendre ça. Pour vous relancer, je vais profiter de votre présence pour vous demander pourquoi est-ce que généralement dans les bâtiments, les salles de bain sont les espaces réservés en dernier ressort. Donc, c'est-à-dire, c'est quand on a fini de dimensionner les autres pièces qu'on pense à laisser le petit espace qui reste pour les salles de bain. Et du coup, on se retrouve avec les espaces réduits qui ne nous permettent pas, nous les plombiers, de faire Le notre travail, travail. les voir, oui. Il faut dire que ça, c'est quand vous tombez généralement sur des projets qui n'ont pas été pensés. Un projet se pense. Un projet se pense et on pense à tout. Ça veut dire quand vous allez vers un professionnel, un architecte au Cameroun, c'est celui qui est inscrit au tableau de l'ordre. Chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il est architecte, demandez son numéro d'ordre. C'est aussi facile que ça. Il vous donne son numéro d'ordre avec Internet, avec Google, vous tapez, vous vérifiez. Parce que malheureusement, dehors, il y a beaucoup plus d'usurpateurs que des professionnels aguerris. Je suppose que c'est un problème général. Dans tous les corps de métier, on a beaucoup plus d'usurpateurs. Donc, lorsque vous avez un architecte ou alors un architecte assermenté, je vous assure, parce qu'il connaît sa responsabilité, elle est décennale. Je répète encore, elle est décennale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que vous contactez un architecte pour faire votre projet, vous avez un contrat d'étude, vous avez un contrat de suivi lors de la réalisation des travaux. Il y a une responsabilité qui incombe à l'architecte. L'architecte ne fait pas que dessiner un projet et le remettre. Non, l'architecte, quand il a fini ses études, il suit le projet. En fait, le projet, je veux dire, l'architecture, c'est quoi? C'est comme de la musique. Le bâtiment, votre projet, c'est comme un bon morceau que vous aimez dehors. Pour qu'il soit beau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des voix, il faut qu'il y ait des instrumentalistes formidables. Et c'est la somme de tout cela qui fait qu'à la fin, on dise que c'est une belle musique. C'est la même chose pour un projet. On parle de corps d'État qui intervient. Personne ne saurait. Seulement, dans un projet, il faut bien évidemment, comme dans la musique, il faut un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est l'architecte. Et c'est à ce niveau que, vous voyez, quand il pense le projet, il pense à tous ces éléments à la base. Ce n'est pas un élément qui vient, bon, on dit, OK, bon, comme c'est... Non, c'est penser à la base. Je vais peut-être vous dire autre chose. Les salles d'eau sont dimensionnées. Oui, mais moi, c'est souvent, c'est pour des dimensionnements, les salles. Vous êtes certainement dans les projets faits par les noms. Je pense que M. Bella, vous êtes souvent confronté à cette difficulté-là. Vous êtes certainement, on vous l'a dit, je ne sais pas, une émission précédente, je révélais que moins de, je crois, 5% des bâtiments construits au Cameroun sont faits par les non-professionnels. Vous comprenez qu'il y a 95% des bâtiments qui sont faits par les usurpateurs. Maintenant, vous, en tant que technicien, en tant qu'homme de terrain, vous imaginez que si vous avez 100 bâtiments à travailler dessus, 95 sont faits par les non-professionnels, donc vous couvrez évidemment ces problèmes-là. Oui. Maintenant, à votre niveau, vu que vous n'êtes pas que un technicien, vous êtes aussi le garant de ces projets-là, est-ce que c'est pas, je vais dire comment, est-ce que vous ne devez pas proscrire cette façon de faire? En réalité, il y a un contrat qu'on donne à un client, il y a un cahier de charges. Et donc, je conseille chacun, chaque fois, de lire ce cahier de charges pour comprendre ce que c'est. Le cahier de charges ici permet de voir et de comprendre comment sera fait votre projet, étape par étape. Oui, monsieur Simon, avant d'arriver au cahier des charges, est-ce que dans la délivrance des permis de bâtir, vous êtes consulté? Évidemment, lorsqu'on veut un permis de bâtir au Cameroun, actuellement, on exige que le projet soit validé, Oui. donc fait par un architecte inscrit au tableau de l'ordre. Donc, si c'est ce qu'on demande, c'est ce que la loi demande. La question plutôt, c'est combien de personnes ont les permis de bâtir?
combien de personnes font le dossier pour là, à quel moment ils le font. La plupart du temps, les gens viennent quand ils ont déjà fini de construire. La plupart des temps. J'en ai fait, si je vais seulement sur cette année. La plupart des temps, on vient, on vous dit le bâtiment il est déjà debout. Est-ce que vous pouvez nous aider à monter le dossier pour le permis? C'est compliqué. Parce que, en tant que consommateur, on se heurte beaucoup à des difficultés. Je faisais encore remarquer à certains collègues le fait que tu as une petite salle de bain chez toi et puis on connaît nos habitudes de fonctionnement dans notre environnement. On lave les habits dans le seau chez nous. Exact. Une fois que tu as fini de laver tes habits et que tu veux maintenant déverser ces eaux-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas verser dans le siphon. Mais le siphon ne va pas Non, ça va être cette eau. dimensionné. Vu que la douche est petite, elle va se retrouver en train de traverser, il faut se retrouver dans une eau. Exactement. Et qu'est-ce que les clients font en ce moment-là? Ils vont verser naturellement dans le WC. Vous savez, quand on fait un projet, il y a une phase étude, il y a une phase réalisation, mais il y a une phase importante que beaucoup ne font pas, une phase de conformité. Ça veut dire, une fois que le projet il est construit, avant de commencer son utilisation, on vérifie qu'il est conforme. Et vous allez vers votre mairie, vous demandez qu'on vous donne ce qu'on appelle un certificat de conformité. Ce certificat permet de dire que nous sommes libres d'utiliser en toute quiétude notre bâtiment. Vous savez, en fait, je crois que s'il fallait aider l'auditoire au mieux, la lanterne qui nous écoute, c'est qu'il faudrait véritablement amener les gens à aller vers des professionnels. Et les professionnels sauront quoi leur dire pour l'exécution de leur ouvrage. Les problèmes que vous rencontrez, je vous rassure, hein, vous n'êtes pas seul. Nous rencontrons parfois 100 fois plus importants que les vôtres. Elle parle des problèmes. Je vous assure. Peut-être on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Mais je vous assure, on voit les choses horribles. 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 Donc, c'est difficile. C'est difficile. Et M. Fodon, pour essayer de relancer à ce sujet, la petitesse des salles d'eau, je vous assure que chaque profession évolue. Ouais, et je crois que l'architecture aussi doit évoluer dans le domaine des salles d'eau où c'est vrai que ça va toujours rester le petit coin et pour que cette expression-là, parce que quel qu'en soit le cas, la salle d'eau sera toujours du côté plus petit que toutes les autres salles pour certains types de projets. Mais il faut que la notion de petit coin commence à être dépassée. Pourquoi? Parce que avec l'évolution des mentalités, pour la plupart des maîtres d'ouvrage actuellement mettent l'accent sur les salles d'eau pour que ça soit des endroits maintenant plus où il peut passer plus de temps, où il peut lire, il peut écouter de la musique, où il peut, si possible même, recevoir certaines personnes. Quand vous êtes en école d'architecture, moi je me suis formé au Cameroun, quand vous entrez, la salle par laquelle on commence est la plus compliquée à aménager, c'est la salle d'eau. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, c'est simplement pour vous dire combien dans nos conceptions nous tenons compte. La salle d'eau, c'est la pièce la plus importante. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que la salle d'eau, c'est la seule pièce où les équipements qu'on met sont mobiles, sont stables. Quand on a mis la position du pot, ou alors si vous voulez le tuyau d'attente pour évacuer, ça ne bouge pas. Donc c'est compliqué d'aménager une salle d'eau. Je vous assure, c'est la pièce la plus difficile à aménager dans une maison. Peut-être les non-professionnels ne savent même pas, mais je vous dis, c'est la pièce la plus difficile et la plus importante. Il dit la plus importante, je n'ai pas dit la plus importante. Nous, on a visité un chantier quelque part à l'ouest Cameroun où on a vu une salle d'eau à 43 mètres carrés. Maintenant, le projet, ça dépend chaque fois du mètre d'ouvrage. Moi, j'ai fait un projet pour quelqu'un où la salle d'eau, c'est pratiquement 16 à 20 mètres carrés. Vous voyez un peu. Maintenant, les dimensions des salles d'eau, comme je disais tantôt, ça dépend. Ça dépend de qui on a en face. Mais ce n'est pas un coût à négliger.
Pour nous, les architectes, pour moi particulièrement, la salle d'eau, c'est le premier élément de conception. Oui, mais ça, c'est pour vous. Sauf que les maîtres d'ouvrage, ils ne regardent pas ça comme ça. Ils vont revenir à vous, monsieur Bella. Oui, pour dire vrai, que dans la majorité des maîtres d'ouvrage, cette évolution est en train de se faire en termes de salle d'eau. Il y a maintenant, parce que si vous faites la remarque, lorsque on cherche une maison, commence d'abord par la salle d'eau, voir si c'est confortable avant de peut-être de commencer à voir tout le reste. Donc, pour dire que cette zone-là devient une zone très, très sensible aux yeux des populations camerounaises. Et tant mieux pour nous, puisque le travail que nous faisons commence à porter des fruits parce que le respect que les populations sont en train d'avoir concernant leur partie intime, les salles d'eau intimes de la maison, ce respect se transmet sur nous autres qui sommes les techniciens parce que nous étions longtemps dénigrés, désabusés, méprisés, chosifiés. Et maintenant, tout le monde commence à voir l'importance de nous avoir et avec avec toutes les initiatives que nous mettons en place, eux aussi commencent à comprendre qu'ils ont en face des gens, des hommes qui savent exactement ce qu'ils font. Oui, non, c'est vrai, il faut ajouter que même dans je vais dire quoi, dans la profession, c'était pas facile. Nos confrères architectes et ingénieurs concevaient des plans sans nous consulter, si bien que parfois on se retrouvait avec des plans irréalisables et on ne savait pas quoi faire. On était juste obligé parfois soit d'abandonner, soit de travailler dans ces conditions-là. Donc, au jour d'aujourd'hui, je suis content de savoir que il y a les nouvelles générations qui prennent en compte tous ces paramètres-là. Oui, c'est à force de se rencontrer, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a certaines professions comme profession d'architecture, d'ingénieur, avant, ce n'était pas très accessible. Euh, C'était très difficile de voir un architecte et un sanitaire causer pendant La pause du plateau. 10-15 minutes, 20 minutes. C'était pas évident. C'est-à-dire que ça se voyait toujours un peu de haut. Et maintenant, le fait que l'échange commence à se faire, les architectes comprennent maintenant nos difficultés. Et nous aussi, on commence à comprendre aussi Important. leur importance. Pourquoi? Parce que parfois, imaginez que un installateur sanitaire, lorsqu'il voit un plan ici, mais lui, il est passé par où pour positionner les appareils? Il oublie aussi que l'architecte a les canons, a les canons qui sont réglementaires pour pouvoir disposer, pour pouvoir dimensionner une salle. Bon, maintenant, lui, qui est un technicien exécutant, il a aussi des réalités face soit aux dimensions des appareils, et au choix du maître d'ouvrage, aux exigences du maître d'ouvrage. Lorsqu'il a face ça, et ça ne donne pas avec ce que l'architecte a, a, a monté, et ça devient une sorte de deux corps qui se retrouvent avec un mur au milieu. Et juste pourquoi? Parce que on n'échange pas. Donc, cet échange est en train maintenant de se faire. Et ce qui fait que à travers nos réclamations, à travers nos propositions, ils commencent à prendre en compte tout cela. Et je crois que tout va mieux se passer désormais. Il faut dire que, je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, il faut dire que ceci émane du fait que, généralement, certains maîtres d'ouvrage consultent des architectes, peut-être des ingénieurs, et après s'en débarrassent. Ça veut dire, quand vous arrivez, le projet il est évolutif. Vous savez, j'ai commencé par citer les phases d'un projet. Quand vous venez sur un chantier, s'il y a une question à se poser, c'est que jusqu'à quel niveau d'études s'est arrêté, en fait, nous sommes nous avant d'aller sur le chantier. Vous ne pouvez pas prendre un projet en phase esquisse et vous pensez que vous allez directement le réaliser en PO, en projet d'exécution d'hommage. Généralement, on a les maîtres d'ouvrage qui pensent être visqueux. Vous voyez un peu. Ils prennent une esquisse
qu'ils vont réaliser et après, ça crée les problèmes sur toute la chaîne. Vous avez un problème, vous, le plombier, le carreleur a un problème, tout le monde a un problème. Et après, on accuse, par exemple, l'architecte, alors que le projet n'était pas mûri. Donc, on a pas un peu au terrain de l'étudier et c'est le problème qu'on a. Aujourd'hui, si la communication semble venir, il faut dire que c'est lorsque vous avez la grâce, la possibilité, que dans le projet que vous exécutez, vous avez l'architecte. Parce que comme je disais tantôt, un projet, quand il est pensé, on tient compte de plein de paramètres. J'aime souvent aller dire, hein, sans chercher à me vanter, lorsque je fais un projet, ça n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas dire que vous m'avez payé. Parce que ce que je prends comme avant-garde, en pensant à votre projet, je vous assure, c'est beaucoup plus avantageux. Et ces choses-là, ces notions-là, on les met beaucoup plus en exergue lors de la réalisation. Parce que sur les papiers, on ne peut pas tout dire. Vous avez beau vouloir faire tout, mais vous ne pouvez pas. Il y a des choses que c'est sur le terrain qu'on vous dit ce qu'il faut faire. Et vous allez tantôt comment j'écritais mes façades. Pas de la même façon. Et ce qui nous dit, ce problème de moisissure est vraiment dérangeant à la mesure où il va gêner la peinture, il va gêner la santé même, il va gêner la structure même, parce que si ces problèmes-là persistent, ici autour, au niveau du fer dans le bâtiment, c'est très, très dangereux. Donc, on comprendra ici que le problème de moisissure, c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux et vous rapprocher des experts, des compétents pour vos projets. Alors, nous allons passer à la deuxième thématique de notre programme, qui est la gestion des eaux usées.